Bonjour et bienvenue dans cette rencontre matutinale et ensoleillée au Parlement européen de Strasbourg. Bonjour Younous Somanji. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député du groupe La Gauche au Parlement européen. Nous allons avec vous revenir sur le rétablissement de ce qu'on appelle d'une manière bien trompeuse le pacte de stabilité. C'est joli comme ça, hein, ça fait plaisir. Qui a été remis en place donc à partir au début de l'année, au 1er janvier, après avoir été suspendu pendant la crise du Covid. Pacte auquel le Parlement a donné son accord, c'était le mois dernier. Vous êtes l'un des députés qui, à gauche, a dénoncé les conséquences de ce retour du pacte de stabilité. Vous allez expliquer ce qu'on entend par ce mot, hein, qui a été imposé en réalité par l'Europe, qui sont des mesures contraignantes. C'est-à-dire, on ne dit pas aux États européens, bon, faudrait que vous fassiez à peu près ci, à peu près ça. Non, non, c'est vraiment des mesures très, très contraignantes. En quoi ça consiste très concrètement, très pratiquement, ce retour au pacte dit de stabilité? On va mettre à chaque fois, on va mettre les... D'abord, avant de combattre le retour, tout de même rappeler que nous nous sommes toujours opposés au pacte de stabilité budgétaire. Et il est toujours bon de rappeler que les Français, dans leur grande majorité, se sont également exprimés contre ces mesures, parce qu'elles étaient au cœur de la campagne du référendum constitutionnel en 2005, de mémoire. Et nous avons mené campagne contre ce pacte de stabilité budgétaire, adossé au traité de Lisbonne, qui, pour nous, pour moi, est une manière de marquer la fin de l'histoire du progrès social en Europe. Il s'agit de cela. Et c'est pourquoi ce combat est en réalité la mère des batailles ici dans le Parlement européen. La deuxième chose, c'est qu'à travers le pacte de stabilité budgétaire, c'est toute une vision libérale qui est portée, qui consiste à réduire l'État à ses missions les plus réduites et à mettre en cause ce modèle d'État-providence en Europe. Je dis toujours que l'État-providence, c'est une identité européenne. Les anglo-saxons sont plutôt orientés vers un autre modèle et on veut, au fur et à mesure, ramener les économies et les sociétés européennes sur un modèle anglo-saxon où l'État n'aurait plus un rôle à jouer pour poursuivre des objectifs en matière de progrès social, de progrès écologique. C'est de cela dont il s'agit. Et nous l'avons toujours combattu. Nous l'avons combattu dans les dernières législatures. Souvenez-vous, parce que ce pacte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la Commission européenne surveille et contrôle et punit les États qui ne respectent pas les critères du pacte de stabilité. Comme on disait tout à l'heure, hein, et ce sont des critères assez absurdes. Tous les économistes le disent. En France, les économistes les plus éminents disent que ce sont des critères absurdes, ceux de la dette et du déficit structurel, qui tournent le dos au bonheur des gens et qui ont une vision très mathématique en réalité de la réalité. Donc nous nous sommes toujours opposés à cela et nous continuons à le faire. Nous nous sommes opposés lorsqu'il y a eu des plans d'austérité très durs contre la Grèce avec la Troïka, qui était par ailleurs une atteinte démocratique. Et puis nous nous sommes opposés contre les pactes les mesures d'austérité au Portugal et en Espagne également. Et toutes ces mesures sont accompagnées de réformes structurelles qui visent à réduire totalement les services publics, à engager des réformes dans les différents secteurs. Et en France, nous voyons que nous avons payé et nous continuons à payer et nous continuerons à payer un prix très lourd de ces réformes structurelles. Et ce qui est annoncé avec la réforme du marché du travail et le contrôle toujours un peu plus violent des personnes sans emploi annonce
une situation extrêmement grave. Je l'ai dit ici, la guerre sociale est déclarée. Mais la guerre sociale déclarée, elle trouve son origine, évidemment, dans les recommandations de l'Union européenne. Vous le disiez, vous y faisiez allusion, la France est particulièrement touchée, compte tenu de sa situation économique à l'heure actuelle. Oui. Par la reprise des conséquences de ce pacte de stabilité. Et ce sont des réformes tous azimuts dans tous les secteurs. Le ministre de l'économie avait annoncé d'abord une première cure d'austérité avec 10 milliards d'économies sur le budget de l'État. C'est aujourd'hui 20 milliards qui sont annoncés, sans doute beaucoup plus. Et il est possible, parce qu'il s'agit de choix qui sont faits. Leur choix, c'est de réduire les services publics, de réduire la voilure de l'État. Les hôpitaux, les crèches, etc. La santé, etc. C'est tous ces secteurs-là qui sont touchés, il faut le rappeler encore une fois. Et il y a des mensonges, parce qu'en même temps, le gouvernement dit « nous mettons la priorité sur l'éducation, nous mettons la priorité sur la santé », alors qu'en réalité, il ne cesse que de réduire les dépenses publiques et les postes d'enseignants et les postes de soignants. Donc, il est possible de faire autrement. Il est possible de faire autrement, comme l'a dit Manon Aubry ici en plénière, et comme nous le disons, c'est-à-dire d'aller prendre aussi l'argent chez les actionnaires. 98 milliards de mémoire ont été versés en dividendes. 98 milliards. Bon. Et pour financer ces mesures d'économie, eh bien, aller chercher l'argent, et pour financer ces postes, aller chercher l'argent également là où il se trouve. Ce que, évidemment, le gouvernement en France et dans les autres pays européens se refuse. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que cette décision, cette torsion économique qu'on est en train d'imposer et qui va concerner tous les secteurs dont on parle, se déroule dans un contexte économique mondial qui est totalement défavorable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est dans une période quand même d'expansion économique où tout va bien, on peut essayer de... Non, non, ça se passe dans un... c'est surdéterminé, c'est-à-dire qu'on rajoute quelque chose de pire à une situation qui est déjà en soi délicate et difficile. C'est vrai, mais vous avez rappelé que ces mesures ont été suspendues pendant la pandémie du Covid-19. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que quel que soit le jugement qu'on peut porter sur la manière dont le plan de relance a été pensé, c'est lorsqu'on met massivement de l'argent sur la table, alors il est possible de maintenir les objectifs en matière économique. Et c'est ce qui a été démontré. Lorsqu'on met de l'argent sur la table de manière massive, eh bien, il est possible d'éviter l'effondrement, de maintenir des taux de croissance et de maintenir de l'emploi. Donc, cette politique keynésienne, en réalité, elle a fait la démonstration de son efficacité, et l'Europe commet une erreur assez grave que de tourner le dos quand, par ailleurs, d'autres puissances vont continuer à mettre massivement de l'argent sur la table pour faire tourner leur économie. Donc, je pense que c'est un choix économique qui est défavorable, y compris pour les pays qui sont les promoteurs de la stabilité budgétaire. Et je ne suis pas certain qu'au final, ce soit dans l'intérêt de l'Allemagne que de continuer à poursuivre ces objectifs, parce qu'en Allemagne également, l'Allemagne est aujourd'hui rattrapée par une série de besoins en matière sociale, en matière de mise à niveau des infrastructures. Et je pense que c'est vraiment mortifère que de continuer dans ce chemin. Alors, ce qui peut paraître étonnant, enfin non, quand on connaît le fonctionnement du Parlement européen, mais c'est que les députés ne soient pas assez méfiants sur cette question, sur les conséquences que ça peut avoir. On voit quand même que depuis des mois, les mobilisations se développent dans tous les secteurs de l'activité en Europe. Ce sont des phénomènes très nouveaux. Prenons même la crise, les mobilisations des agriculteurs il y a quelques semaines et encore aujourd'hui. On voit que ce sont des phénomènes européens maintenant. Cette situation, cette crise que ça va produire, cette crise en dernière instance politique, économique, vous le disiez, pour certains pays, mais également cette crise sociale et politique,
les députés européens qui votent tranquillement pour la reprise de ces principes d'austérité ne semblent pas mesurer les conséquences que ça va avoir. Non, et il en va de même pour les chefs d'État au Conseil européen. Et ce que nous voyons au fur et à mesure, c'est un appauvrissement généralisé des populations et une aggravation des inégalités. Les écarts entre les revenus les plus riches, qui concernent une minorité, et la grande partie de la population qui ne cesse que de voir son niveau de vie se dégrader et ses revenus également diminuer, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et cet appauvrissement généralisé, c'est quelque chose qui doit inquiéter parce qu'elle nourrit d'abord beaucoup de souffrances au quotidien, et puis la colère, et également parfois des choix politiques vers les extrêmes partout en Europe. Donc il faut revenir à la raison, sortir des postures idéologiques et voir comment avancer sur un modèle qui soit différent. Ce sont les batailles que nous menons ici. Vous avez toutes les batailles qui sont engagées, que nous portons pour la réforme fondamentale, totale du semestre européen, des recommandations par pays aux États. Enfin, comment est-il possible que la Commission européenne n'adresse des demandes et des recommandations aux États que pour la mise en œuvre de réformes structurelles où il s'agit toujours de réduire un peu plus les services publics, alors qu'il n'y a pas d'objectifs posés pour des droits sociaux, pour faire avancer le socle des droits sociaux, pas de demande pour faire progresser l'écologie, pas de demande pour faire progresser les politiques de solidarité. C'est tout un prisme qui doit changer. Et autrement, cette Europe court vers des difficultés très grandes parce que la dissociation, et vous avez raison, la dissociation entre les peuples européens et qui paient toujours le prix le plus lourd de ces politiques, et les institutions n'ira que grandissante. C'est l'occasion de dire encore une fois là que sur cette question centrale dont dépend la vie quotidienne des gens, j'allais dire, l'Europe est fondamentale. C'est elle qui en réalité décide. Oui, c'est elle qui décide, c'est elle qui détermine, et les États, à la fin des fins, obéissent. Alors qu'il est possible tout de même de désobéir à ces demandes et de créer des rapports de force avec la Commission européenne. D'ailleurs, beaucoup d'États ont eu toujours beaucoup de difficultés à respecter ces critères, et des solutions sont trouvées. Ce n'est pas dans ce moment où la crise sociale est très forte qu'il faut prendre ce chemin de l'austérité budgétaire. Et le réveil sera excessivement douloureux. Et c'est pourquoi je dis, la guerre sociale est déclarée en France. La rentrée sociale sera une rentrée, je crois, extrêmement vive. Et il faudra continuer à se mobiliser contre ces régressions qui, à chaque fois, on a l'impression qu'on a atteint le plafond dans les régressions, mais en fait, ils vont toujours un peu plus loin. Bon, nous avons eu la réforme des retraites également, qui a été aussi, d'une certaine manière, qui fait partie de ce que la Commission européenne recommandait aux États. Donc, ce qui se passe, ce qui se joue ici au Parlement européen est très important. Et c'est aussi les enjeux de l'élection européenne, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Et vous citiez le cas de la Grèce tout à l'heure, et à vous entendre parler et en continuant à analyser la situation, on a l'impression qu'il y a une espèce d'hellénisation, entre guillemets, mais on a l'impression que quelque chose, à l'heure actuelle, se rapproche pour les pays de cette situation qui a été celle de la Grèce. Pardon, structurellement, c'est le cas, bien entendu. On a l'impression... C'est une généralisation. Oui, absolument. On a l'impression qu'on est... clairement. Et c'est pourquoi nous avons vu ce que cela a donné. Parce qu'aujourd'hui, vous écoutez les débats en plénière ou vous lisez la presse économique, tout le monde se gargarise sur la situation en Grèce, le retour formidable d'un certain nombre de critères économiques. Mais ils ont une vision de la réalité
qui ne correspond à rien. Qui correspond à rien, parce qu'ils font fi des gens. Bon, et de la réalité de la vie des gens. Je suis parti plusieurs fois en Grèce et j'ai vu combien tout ceci a été obtenu au prix de souffrances terribles, Absolument. de déclassement de la population, d'inquiétude pour l'avenir, d'une génération de Grecs, de jeunes Grecs, pour lesquels penser le futur est devenu très compliqué et sacrifié, où le futur est pensé à l'extérieur du pays. Donc tout ça est excessivement inquiétant. Quel est l'objectif? Parce que l'objectif en politique, quand même, à la fin, ce n'est pas de satisfaire des critères économiques qui n'ont aucun sens, ou les intérêts des banques, vous le disiez tout à l'heure, par les évidemment, économistes mais c'est le bonheur. C'est le bonheur des gens. Et c'est cela qui doit nous animer, le bonheur des peuples. Et quand ce bonheur n'est plus au rendez-vous, alors c'est tous les dangers possibles. Vous faisiez allusion il y a quelques instants aux élections, à l'élection européenne, bien sûr, qui arrive. Est-ce que c'est aussi une bataille pour permettre que ces thèmes-là, en tant que tels, émergent dans la bataille? Parce que pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'on n'a pas vraiment que ce soit le cœur, mais il faut réussir à faire émerger un thème comme celui-ci. Je crois que c'est très important. Pour le moment, ces questions et les questions sociales sont en dehors du champ de la bataille électorale. Il faut les ramener, parce que les seuls thèmes de l'immigration, par exemple, que l'extrême droite, la droite et le centre cherchent à imposer, est un enfermement pour ces élections européennes. Donc il faut en sortir, il faut sortir de cet enfermement et ramener les questions sociales, parce que ce sont les questions qui préoccupent les gens. Et ce sont aussi les questions qui vont amener les gens au vote. Parce que ce sont les questions les plus concrètes. La question de l'énergie, du prix de l'énergie, tout ça, ce sont des questions que les gens peuvent saisir dans leur vie quotidienne et qu'il faut ramener dans la campagne européenne. Et nous allons, avec Manon Aubry, faire cet effort. Bien sûr, le groupe à gauche essaie de faire avancer cette question qu'on dit sociale. C'est toujours un peu dévalorisant de dire comme ça. C'est la vie des gens dont vous parlez. C'est la vie des gens, absolument. Très précisément et très clairement. Merci beaucoup, Younous Omarjee. Merci encore. Merci d'avoir été sur le plateau de l'Humanité. Et puis merci. Je vais aller en plénière parler des animaux. Bien sûr. Des droits des animaux. Et merci à vous qui nous avez suivis. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.